Nous sommes à l'automne 1850, et la guerre fait rage dans la péninsule de Crimée entre la Russie tsariste et l'Empire ottoman, soutenu militairement par la France, le royaume de Sardaigne et la Grande-Bretagne. Le nombre de morts augmente chaque jour, et les journaux britanniques regorgent d'articles sur les terribles conditions qui attendent les soldats blessés dans les hôpitaux de campagne. Les gens se lamentent, les politiques prennent conseil, mais c'est l'infirmière Florence Nightingale qui apporte la vraie solution. Elle propose la création d'un service de santé féminin de campagne pour remettre sur pied les soldats britanniques blessés. C'est ainsi qu'en octobre, elle part avec un groupe de 38 autres infirmières pour la ville de Scutari. Il y a 10 fois plus d'hommes qui meurent à l'hôpital qu'au front. Florence Nightingale naît en mai 1820, alors que ses parents voyagent en Italie. Ils ont choisi son nom d'après la ville où elle est née, Florence. Elle a eu une enfance agréable, sa famille appartenait à l'élite britannique, et elle en a bénéficié dès son plus jeune âge. Et comme, à l'époque victorienne, il n'était pas d'usage que les filles aillent à l'université, elle passait de longues heures avec son père, qui lui enseignait les langues étrangères, la philosophie et les mathématiques. Tout change en février 1837, lorsque Florence déclare avoir été appelée à son service par Dieu. Dès lors, elle sait qu'elle veut consacrer sa vie à aider les autres. Il ne lui reste plus qu'à trouver comment. 7 années plus tard, elle trouve enfin le courage de mettre son plan à exécution. Elle rejette son prétendant de longue date, le politicien et poète Richard Monckton Milnes, et annonce à ses parents que la vie de couple et l'éducation des enfants ne sont pas pour elle, et qu'elle passera les prochaines années à voyager dans des pays étrangers pour apprendre le métier d'infirmière. Bien que sa famille soit en désaccord avec sa décision, elle ne lui tourne pas le dos. Son père la soutient financièrement et la jeune femme de 24 ans se consacre aux études d'infirmière. Il n'y a pas d'école d'infirmières à l'époque et la seule possibilité d'acquérir de l'expérience est la pratique. Au cours de ses voyages, Florence visite l'Égypte, la Grèce et l'Italie. À Rome, elle rencontre l'homme politique Sidney Herbert, un voyage de noces. Elle se lie d'amitié avec lui et sa femme, sans se douter que cette rencontre sera un jour déterminante pour elle. En 1850, Florence se rend en Allemagne, où elle visite la communauté luthérienne de l'actuelle ville de Düsseldorf. Dans un hôpital dirigé par le pasteur Theodor Fliedner, elle suit une formation de 4 mois et aide les malades et les pauvres. Cette expérience change sa vie. Plus tard, elle s'installe dans un hôpital à Paris et retourne finalement en Angleterre en 1853. Et elle emporte avec elle ses grands objectifs. À Londres, Florence prend le poste de surintendante de l'Institut pour les soins aux femmes malades. En l'espace d'1 an, elle introduit un certain nombre de changements qui, bien qu'ils puissent paraître insignifiants aujourd'hui, améliorent considérablement les conditions de vie des patientes. Grâce à un système d'alarme, elles peuvent appeler une infirmière depuis un couloir, ou bénéficier d'un ascenseur qui apporte les repas de la cuisine directement dans la salle. Florence peut également fournir de l'eau chaude, ou, chose inhabituelle jusqu'alors, séparer les patients en fonction de leur diagnostic. En 1850, les journaux britanniques commencent à se faire l'écho des conditions épouvantables dans lesquelles se trouvent les soldats blessés lors de la guerre de Crimée. L'armée britannique se bat aux côtés des Ottomans dans le conflit qui les oppose à la Russie. Florence lit avec inquiétude les rapports établissant que les soldats meurent plus d'infections dans les hôpitaux de campagne que sur le front lui-même. Il est clair pour elle que si les conditions sanitaires ne s'améliorent pas, le nombre de morts continuera d'augmenter fortement. C'est là qu'intervient Sidney Herbert. Son ami influent est désormais secrétaire d'État britannique à la guerre. Florence lui propose de mettre en place un service médical de campagne composé d'infirmières. Et Herbert approuve son idée ambitieuse. Et comme prévu, il la nomme à la tête du groupe. 39 infirmières, pour la plupart des religieuses, partent pour la Turquie en octobre 1855.
Ce qui attend les femmes à l'infirmerie, située dans l'actuel quartier d'Üsküdar à Istanbul, est, en un mot, horrible. Les blessés sont soignés par un personnel épuisé, il n'y a pas de mesures sanitaires, les médicaments manquent et les blessés sont mal nourris. Cependant, la situation s'améliore peu à peu. Par exemple, Florence introduit le lavage obligatoire des mains, construit des toilettes et des buanderies, veille à ce que les égouts soient nettoyés et améliore le système de ventilation. Ces mesures apparemment anodines ont eu un effet miraculeux. Le taux de mortalité passe de 42% à 2%. Le nombre de patients atteints de choléra, de dysenterie ou de typhus diminue, et le foyer de germes s'est transformé en un hôpital fonctionnel. Mais les infirmières ne se contentent pas de veiller à la propreté des pansements. Surtout Florence. C'est peut-être un article paru dans le Times pendant la guerre qui résume le mieux ses efforts. L'auteur y décrit l'infirmière désintéressée comme un ange qui flotte silencieusement dans les couloirs. Alors que les médecins dorment, elle fait le tour des malades, une lampe à la main, pour s'assurer que tout va bien. Lorsqu'elle rentre chez elle après la guerre, en 1856, l'Angleterre la considère comme une héroïne de guerre. Tout le monde sait qui est Florence Nightingale, la dame à la lampe qui a sauvé la vie de centaines de blessés. Nous passons à l'année 1857. Florence est elle-même malade. Elle est souffrante depuis son retour de Turquie, et nous savons maintenant que la cause en est probablement la fièvre de Crimée, alors inconnue, une maladie fébrile bactérienne qui affecte plusieurs organes à la fois. Et comme si cela ne suffisait pas, à seulement 37 ans, elle souffre également de dépression et d'une inflammation rhumatismale de la colonne vertébrale. Elle sera invalide pour le reste de sa vie, et même définitivement alitée après son 75e anniversaire. Mais tout cela ne l'empêche pas de réfléchir à la manière d'aller plus loin dans les soins de santé. Dès novembre 1855, le Nightingale Fund est créé pour la formation d'infirmières. Dans un élan de solidarité, les gens commencent à lui envoyer de généreuses contributions financières, et, à la fin de la guerre de Crimée, Florence dispose d'une somme impressionnante de 45 000 livres. Elle décide d'investir cet argent dans la première école d'infirmières. Elle sera inaugurée en juillet 1860 à l'hôpital Saint-Thomas de Londres. 5 ans plus tard, l'Angleterre a ses premières infirmières diplômées. Mais Florence est aussi le mentor d'un certain nombre d'infirmières étrangères qui viennent du monde entier pour apprendre son savoir. De l'Amérique à l'Australie en passant par le Japon, les infirmières professionnelles sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Bien qu'elle soit toujours malade, grâce à son obstination et à ses contacts influents, elle réussit de grandes choses depuis son lit. Elle écrit des livres, dont le plus célèbre est peut-être Notes on Nursing, qui devient rapidement une lecture obligatoire pour toutes les infirmières. Bien que ses opinions soient à bien des égards progressistes, il n'est pas facile de convaincre des fonctionnaires souvent figés de la nécessité d'un changement. Mais Florence est également douée pour cela. Grâce aux connaissances en mathématiques et en logique que lui a inculquées son père, elle est très persuasive dans ses arguments, souvent à l'aide d'exemples pratiques et de graphiques. La représentation visuelle des statistiques, très inhabituelle à l'époque, devient la base de son manuscrit. Le diagramme de la rose de Nightingale, aujourd'hui connu sous le nom de diagramme polaire, est particulièrement célèbre. Il s'agit d'une combinaison d'un radar et d'un diagramme à barres, qui convient parfaitement à la visualisation de données présentant une certaine cyclicité. Par exemple, elle utilise ces diagrammes dans une publication de 1863 sur les problèmes de santé et d'assainissement dans le corps colonial britannique en Inde, en utilisant une enquête par questionnaire auprès des soldats pour créer une présentation visuelle convaincante d'une situation insatisfaisante. Cette démarche remontera jusqu'à la reine Victoria elle-même, qui finira par approuver les réformes sanitaires proposées. En l'espace d'une décennie, la mortalité des soldats en Inde chutera. Tout au long des années 1870, Florence continue à lutter contre des problèmes de santé et passe la plupart de son temps dans sa chambre à écrire, ce qui donne lieu à des œuvres telles que les Notes sur la période postnatale dans un hôpital.
Ce n'est que dans les années 80 que ces douleurs s'amenuisent, mais c'est la cécité qui les remplace. La perte de la vue empêche Florence de continuer à travailler et avec l'arrivée du XXe siècle, c'est le dernier chapitre de sa vie qui commence. Lorsqu'elle meurt paisiblement dans son sommeil en 1910, à l'âge vénérable de 90 ans, personne ne doute qu'elle a su tirer le meilleur parti de sa vie et des opportunités que le destin et son époque lui ont offertes. La compassion inhabituelle de Florence Nightingale, sa détermination et sa capacité à aller jusqu'au bout des choses lui ont valu de nombreuses récompenses au cours de sa vie, notamment l'Ordre de l'Empire britannique, qu'elle a été la première femme de l'histoire à recevoir. Aujourd'hui, elle est considérée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes, et de nombreux hôpitaux dans le monde portent son nom. Mais surtout, grâce à elle, des milliers de personnes qui, sans elle, auraient été condamnées à une mort quasi certaine, ont pu continuer à vivre leur vie. Et pourtant, à l'origine de tout cela, il n'y avait qu'une jeune fille de 17 ans qui a décidé de renoncer à une vie de luxe et de la consacrer à aider les autres.